Je ne m'attendais pas à ce que ma vie bascule à cause d'un simple fichier Word. Je m'appelle Lucie. J'ai 27 ans, diplômée, motivée, pleine d'ambition. Et pourtant, toujours sans emploi stable depuis plus d'1 an. Après avoir enchaîné les stages sous-payés, les CDD bidons et les petits boulots, j'étais à bout. Et puis, un jour, une ancienne professeure que j'admirais beaucoup m'a appelée. Elle me parle d'un poste qui vient de s'ouvrir dans une grosse agence de création. Le genre de poste rare, convoité, que tout le monde veut. Elle pense à moi. Elle croit en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai un frisson d'excitation. Je bosse jour et nuit sur mon dossier. CV, lettre de motivation, portfolio, tout y passe. Je perfectionne chaque détail, chaque visuel, chaque mot. J'en parle à personne, pas même à mon père, pourtant très investi dans ma vie. Je voulais que ce soit ma réussite. Et surtout, je ne voulais pas qu'il vienne encore mettre son grain de sel. Il a toujours eu cette tendance à décider à ma place, pour mon bien. Mais là, je sentais que c'était le moment où je devais exister par moi-même. La seule étape qu'il me restait à valider, c'était la lettre de recommandation de ma prof. Elle m'avait promis de l'envoyer directement à l'agence. Une fois fait, elle m'a prévenue. « C'est bon, Lucie. Ils vont te recontacter très vite. » Je me souviens avoir fermé mon ordinateur ce soir-là, avec un sourire que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'étais enfin prête. C'était mon tour. J'avais fait tout ce qu'il fallait. J'étais fière. Alors, quand j'ai reçu un email une semaine plus tard avec pour objet « Réponse à votre candidature », je sentais déjà l'excitation monter. Mon cœur battait vite. Mes mains tremblaient un peu. J'ai cliqué. Et là, je suis restée figée. Le message disait « Merci pour votre intérêt, mais nous avons choisi un autre profil. » Sauf que je n'avais jamais postulé. Je n'avais pas envoyé le dossier. Je n'avais rien transmis, pas même un mail. Rien. Mon sang s'est glacé. J'ai rouvert tous mes fichiers, mon historique, mes brouillons. J'ai vérifié 3 fois. Non. Impossible. Je n'avais rien envoyé. Alors pourquoi cet email ? Qui avait pu postuler à ma place ? Et surtout, qui avait décidé dans mon dos que je ne méritais même pas une chance ? À ce moment-là, j'étais loin de me douter que le coup venait de quelqu'un très proche. Quelqu'un en qui j'avais eu jusqu'à présent toute confiance. Mais la suite allait tout remettre en question. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis restée là, face à l'écran, le regard vide, l'estomac noué. Ce refus, c'était comme une gifle. Mais ce qui me faisait encore plus mal, c'était cette sensation de trahison. Une candidature avait été envoyée en mon nom, pas par moi. Et pire encore, elle avait été refusée. Comme si quelqu'un avait saboté mes chances avant même que je puisse les défendre. J'ai immédiatement pensé à 2 choses. Soit une erreur de l'entreprise, soit quelqu'un que je connaissais avait postulé à ma place. Et honnêtement, la deuxième option m'a semblé bien plus probable. Parce que ce n'était pas la première fois qu'on essayait de choisir pour moi. Alors, j'ai commencé à poser des questions. D'abord à ma prof, elle était sûre d'avoir envoyé uniquement la lettre, pas le reste. Ensuite, j'ai fouillé dans les paramètres de ma boîte mail, dans les connexions récentes. Rien d'anormal, aucun piratage. Mais un détail m'a glacé le sang. Dans les documents envoyés à l'agence, il y avait une version ancienne de mon CV. Une que je n'utilisais plus depuis un moment. Une version que mon père avait. Je me souviens m'être levée de ma chaise avec ce mélange de colère, de confusion et de peur. Je suis descendue dans le salon et je l'ai trouvé là, tranquille, en train de lire comme si de rien n'était. Je lui ai demandé « Papa, est-ce que tu as envoyé ma candidature à l'agence A+. » Il a levé les yeux, m'a regardé et il a souri. Un de ces sourires froids, condescendants, presque amusés. Oui, j'ai décidé que ce n'était pas pour toi. Alors j'ai recommandé ta cousine à la place. Je suis restée sans voix.
Je croyais rêver. Quoi? Tu aurais perdu ton temps. Ce n'est pas un environnement pour toi, Lucie. Trop compétitif, trop agressif. Ce n'est pas ton style. Mon style? Ce n'était pas la question. Ce poste, c'était mon rêve. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'excusait même pas. Il était convaincu d'avoir bien fait. Convaincu que voler ma chance était un acte de protection, j'étais furieuse. J'avais envie de hurler, de tout casser. Mais je suis restée calme. Pour une seule raison, je voulais comprendre jusqu'où allait cette trahison. Et surtout, depuis quand elle durait. Car si mon père avait postulé à ma place cette fois-ci, qu'est-ce qui me disait qu'il ne l'avait pas déjà fait avant? Combien d'opportunités avais-je manqué sans le savoir? Combien de portes s'étaient fermées à cause de lui? Et ce que j'ai découvert ensuite a tout simplement détruit ce qu'il restait de notre relation. Je pensais que le pire était derrière moi. Mais ce n'était que le début. Après cette conversation surréaliste avec mon père, j'étais dans un état second. J'ai passé la soirée à ruminer, à me repasser chaque moment, chaque conversation des derniers mois. Et plus je réfléchissais, plus une idée affreuse me hantait. Et si ce n'était pas la première fois qu'il sabote mes projets, je n'arrivais pas à dormir. Alors vers 3h du matin, j'ai rallumé mon ordi. Je me suis connectée à mon ancien compte mail que je n'utilisais plus depuis la fac, un compte que mon père m'avait aidé à créer à l'époque. Je ne sais même pas pourquoi j'y ai pensé. De l'instinct, peut-être. Et là, j'ai compris. Des dizaines de mails. Des réponses à des candidatures que je ne me souvenais pas avoir envoyées. Des relances, des messages automatiques, des refus. J'ai cliqué sur l'un d'eux, au hasard, et j'ai vu que le CV joint était encore cette vieille version, celle que je n'utilisais plus, celle que lui possédait. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai ouvert un autre mail, puis un autre. Tous portaient à ma signature, mais aucun ne venait vraiment de moi. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Pendant combien de temps il avait joué à ça, à postuler à ma place, à décider ce qui était bon ou pas pour moi, sans jamais me le dire. À ce moment-là, j'étais encore en train de comprendre l'ampleur du truc quand un détail a attiré mon attention. Un fichier envoyé au nom de ma cousine. Je me suis figée. J'ai ouvert le mail. Et là, noir total. C'était un message envoyé par mon père, depuis cette ancienne adresse, à l'entreprise A+. Il y disait « Bonjour, je souhaite vous recommander une candidate bien plus adaptée au poste, ma nièce Élodie. Elle est brillante, sociable et expérimentée. Veuillez trouver son CV en pièces jointes. » Donc, ce n'était pas juste qu'il m'avait évincé. Il avait volé ma place pour la lui donner. Volé mon travail, mon réseau, mon rêve, pour quelqu'un d'autre. Et le pire, Élodie m'avait envoyé un message 2 jours plus tôt. « Coucou Lucie, je voulais te remercier pour ta recommandation à A+. J'ai passé l'entretien grâce à toi. » Grâce à moi, je me suis levée d'un bond. Je tremblais. C'était plus qu'un sabotage. C'était une trahison pure. Et maintenant, je ne pouvais plus me taire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'en creusant un peu plus, j'allais tomber sur quelque chose de bien plus sale. Quelque chose qui allait faire éclater un mensonge de famille vieux de plusieurs années. Je n'avais pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. Mon cœur battait à 100 à l'heure, et une seule idée tournait en boucle dans ma tête. Ils m'avaient trahi. Ensemble. Mon père, ma cousine, et peut-être même d'autres membres de ma propre famille. À ce moment précis, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus garder ça pour moi, ni faire comme si tout allait bien. Il fallait que je creuse, que je mette au jour toute cette mascarade. Et surtout, il fallait que je comprenne depuis quand ce petit manège durait. Le matin même, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai fouillé dans le bureau de mon père. Je savais que c'était risqué, qu'il pouvait rentrer à tout moment, mais j'étais trop en colère pour avoir peur. J'ai ouvert les tiroirs, fouillé dans les classeurs, les papiers, les enveloppes, et puis je suis tombée sur un dossier, marqué d'un simple mot. Lucie. J'ai hésité une seconde avant de l'ouvrir, mais une fois que je l'ai fait, tout s'est éclairé.
À l'intérieur, il y avait des impressions d'emails, des candidatures rédigées à mon nom, des fiches d'entreprise, des commentaires griffonnés à la main. À côté, un autre dossier, cette fois au nom de Elodie. Et là, c'était l'horreur. Il avait littéralement utilisé mes projets, mes lettres de motivation, mon réseau, pour les refiler à ma cousine, en les adaptant légèrement. Il n'avait pas seulement saboté mes chances, il s'était servi de moi comme d'un tremplin pour quelqu'un d'autre. Mais alors que je remettais tout en place, une enveloppe beige est tombée au fond du tiroir. Ce n'était ni un dossier, ni un document officiel. C'était une lettre, vieille, pliée en deux, avec une date manuscrite en haut à droite, 2019. Je l'ai ouverte et j'ai senti mon sang se glacer. C'était une lettre d'acceptation. Une grande université étrangère m'y offrait une bourse complète pour un cursus de 3 ans. 3 ans à l'étranger. Le genre d'opportunité qui peut changer une vie. Je n'avais jamais vu cette lettre. Elle ne m'était jamais parvenue. Mon père l'avait gardée pour lui. Et à la place, il m'avait dit à l'époque « Tu n'as pas été retenu. Mais ce n'est pas grave, ce genre de parcours. Ce n'est pas pour toi. » Ce jour-là, j'ai compris que ce que je vivais, ce n'était pas juste de la trahison. C'était un contrôle total. Il m'avait volé mes choix, mes rêves, ma liberté, et cette fois, je n'allais plus me taire. Parce qu'au fond de moi, je sentais que si je ne mettais pas fin à tout ça maintenant, j'allais continuer à vivre dans une vie qui n'était même pas la mienne. Je suis restée là, figée, avec cette lettre en main, comme si le temps s'était arrêté. J'étais en colère, humiliée, dégoûtée, mais surtout, j'étais décidée. Cette fois, il était hors de question que je laisse passer ça. J'ai pris des photos de tous les documents, les mails, les lettres, les dossiers, tout ce qui pouvait prouver que mon père m'avait volontairement saboté depuis des années. C'était plus qu'une erreur, plus qu'un mauvais choix. C'était une stratégie délibérée, et il fallait que ça se sache. Mais avant de faire quoi que ce soit, il me restait une chose à vérifier. Une hypothèse qui me tournait dans la tête depuis cette fameuse nuit blanche. Et si ce n'était pas juste lui? Et si ma cousine Elodie était complice depuis le début? Je lui ai envoyé un message, feignant l'innocence. Je lui ai dit que j'étais super heureuse qu'elle ait eu cet entretien et que j'espérais que le poste lui plairait. Elle a répondu dans la minute, avec des smileys, me remerciant encore pour ma générosité. Puis elle a ajouté « C'est rare les gens comme toi qui savent s'effacer quand ils savent qu'un poste n'est pas fait pour eux. J'ai relu cette phrase au moins 10 fois. S'effacer? Je n'avais rien effacé. On m'avait effacé, contre mon gré. Et maintenant, elle m'envoyait ça avec un clin d'œil en prime. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai décidé de confronter ma mère. C'était ma dernière carte. Elle avait toujours été plus discrète, plus effacée que mon père. Mais je savais qu'elle savait des choses. Je lui ai montré les lettres, les mails, les photos. Elle a pâli. Son regard s'est embué, mais elle n'a pas nié. Elle a juste murmuré. Je voulais t'en parler, Lucie. Mais je n'ai jamais osé. Il disait que c'était pour ton bien. Pour mon bien. Voilà l'excuse. Comme si me voler ma vie, me barrer la route, c'était un acte d'amour. J'étais écœurée. J'avais besoin de sortir, de respirer, de m'éloigner. Alors je suis partie marcher, sans but, juste pour remettre mes idées en ordre. Et c'est là, dans un petit parc pas loin de chez moi, que j'ai croisé la sœur d'Elodie. Elle m'a regardée bizarrement et m'a dit sans détour « Tu sais, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Papa dit toujours que ton père a ses préférences. T'étais jamais sa priorité, Lucie, même quand on était petite. Ce jour-là, tout s'est effondré. Ce que je croyais être des accidents, des incompréhensions, des hasards, c'était un système. Un mécanisme huilé pour que je reste à ma place, en bas, pendant que les autres grimpaient. Mais j'allais leur montrer que j'étais plus forte qu'ils le pensaient, que j'étais prête à reprendre ce qu'on m'avait volé. Et croyez-moi, ce n'était que le début. Je suis rentrée chez moi avec une seule idée en tête. Il fallait que je parle, que je brise enfin ce silence qui m'avait enfermée pendant toutes ces années. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce que mon père avait fait,
ce n'était pas seulement égoïste ou injuste, c'était toxique. Et surtout, c'était prémédité. Mais je savais aussi que si je le confrontais de front, il allait me balayer comme d'habitude. Avec ce ton paternaliste, ce sourire suffisant. Il allait me faire passer pour une ingrate, une hystérique, une fille qui exagère, tout. Alors cette fois, j'ai décidé de le piéger. J'ai installé une application d'enregistrement sur mon téléphone. Je l'ai posée dans le salon, dissimulée entre 2 coussins, puis je suis allée le trouver dans la cuisine. Je lui ai lancé d'un ton neutre. « Tu savais pour la bourse de 2019 ? Tu l'as reçue, n'est-ce pas ?» Il a d'abord essayé de nier. Puis il a souri, comme toujours. Ce fameux sourire qui me donnait envie de hurler. « Lucie, tu étais trop jeune, trop naïve. Tu aurais été perdue là-bas. J'ai préféré que tu restes ici, où je pouvais garder un œil sur toi. Tu me remercieras plus tard. » Me remercier ? Il m'avait volé une chance unique et attendait de la gratitude ? À cet instant précis, j'ai senti une haine froide me parcourir. Et puis, il a lâché la phrase de trop. Et puis, Élodie avait plus de potentiel. Elle est plus disciplinée, plus fiable. C'est normal de favoriser celle qui a le plus de chances de réussir. Je n'ai rien répondu. J'ai attendu qu'il quitte la pièce, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai réécouté chaque mot de cet enregistrement. Il ne pourrait plus jamais dire que j'inventais. Cette fois, j'avais une preuve irréfutable. Mais ce n'est pas tout. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à tout documenter. Je suis retournée dans mon ancien ordinateur, j'ai ressorti des vieux fichiers, des échanges de mails avec des recruteurs à qui je n'avais jamais répondu. Sauf que maintenant, je savais pourquoi. Ils répondaient à ma place. J'ai même retrouvé une adresse email que je n'avais jamais créée, mais qui utilisait mon nom complet. Et devinez quoi ? Elle était liée à une série de candidatures. Envoyées puis annulées, parfois dans la minute. C'était clair. Mon père avait créé une identité parallèle, avec mon nom, pour mieux contrôler ce que je recevais et ce que je ne voyais jamais. L'histoire n'était plus seulement triste ou injuste. Elle devenait inquiétante. Et plus je tirais sur le fil, plus je découvrais l'ampleur de la manipulation. J'étais une marionnette, mais j'étais en train de couper toutes les ficelles, une à une. Et croyez-moi, quand la vérité allait éclater, ça allait faire beaucoup de bruit. J'étais à un tournant. J'avais des preuves, j'avais des faits, j'avais des enregistrements. Et surtout, j'avais enfin ouvert les yeux. Mon père, ce modèle de rigueur et de sacrifice qu'on m'avait toujours vanté, était en fait un homme qui m'avait méthodiquement empêché d'avancer, simplement parce que je ne rentrais pas dans le moule qu'il avait décidé pour moi. Mais il y avait une question qui me hantait. Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça ? Pourquoi préférer Élodie ? Pourquoi saboter sa propre fille ? J'ai repris contact avec mon oncle, le père d'Élodie. C'était quelqu'un de distant, presque froid, mais très observateur. J'ai proposé de le retrouver autour d'un café, en prétextant un petit souci de famille. Dès que je lui ai parlé de mon père, il a lâché un long soupir. Puis il a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il a toujours eu une obsession de contrôle. Et toi, t'étais la seule qu'il ne pouvait pas modeler. Là, tout a pris sens. Je n'étais pas la moins compétente, la moins brillante. J'étais simplement la moins docile, celle qui osait poser des questions, celle qui rêvait de choses qu'il n'avait jamais pu atteindre lui-même. Mais savoir ça ne suffisait pas. Il me fallait agir. J'ai décidé de consulter un avocat. Pas pour faire un procès à mon père, du moins pas encore, mais pour comprendre ce que je pouvais légalement faire avec les preuves accumulées. Il a été très clair. Ce qu'il a fait peut être considéré comme une forme de manipulation frauduleuse. Et si des opportunités professionnelles ont été détruites à cause de ça, il y a peut-être des recours. C'était énorme. Pas juste moralement répréhensible, légalement condamnable. J'ai aussi contacté les entreprises concernées, poliment, stratégiquement. Je leur ai expliqué que certaines candidatures avaient été retirées sans mon consentement et que je soupçonnais un abus d'identité. À ma grande surprise, plusieurs ont accepté de me renvoyer les historiques d'échanges. Et là, j'ai découvert des perles.
Dans un mail, quelqu'un se faisant passer pour moi écrivait « Merci de votre offre, mais je préfère laisser cette opportunité à un profil plus aligné avec vos valeurs. » Et devinez quoi? Ce mail avait été signé avec mon prénom, mais l'adresse IP n'était pas la mienne. Elle était celle de la maison de mes parents. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas seulement faire tomber mon père. Je voulais me reconstruire, reprendre ma place, réclamer ce qu'on m'avait volé. Et pour ça, il fallait frapper fort, visiblement, publiquement. Parce que parfois, la seule façon d'être entendu, c'est de raconter son histoire à voix haute. Et la mienne ne faisait que commencer. J'ai longuement hésité. Est-ce que j'étais prête à exposer publiquement ce qui, jusqu'ici, se jouait dans l'ombre de ma vie familiale? Est-ce que j'avais le courage de briser l'image du père parfait aux yeux de tous, pour dire la vérité? La réponse est venue d'elle-même le jour où j'ai reçu un message privé d'Élodie. Un simple « On peut parler ?» Sans point d'interrogation, sans explication. Ça sentait le malaise à plein nez. Je l'ai appelée. Elle a décroché immédiatement comme si elle attendait que je le fasse. Et là, en quelques secondes, tout a éclaté. Elle m'a dit « Je crois qu'on s'est toutes les deux fait avoir. Tu penses que j'ai volé ta place, mais je t'assure que je ne savais rien. Papa m'a dit que c'était toi qui avais refusé le poste. Il m'a dit que t'étais trop stressée, que tu voulais te concentrer sur autre chose. J'étais figée. Parce que oui, je l'avais détesté. Je l'avais soupçonné d'être complice. Mais au fond, je savais qu'Élodie n'était pas comme ça. Elle n'aurait jamais accepté un job en piétinant consciemment ma carrière. Elle m'a même juré avoir découvert la vérité par hasard, en lisant un mail bizarre dans les brouillons de son père. Il avait oublié de le supprimer. Ce mail, c'était la copie exacte de celui qu'il avait envoyé à ma place, mais avec un détail de trop. Une ligne adressée à son frère, mon père. Il y écrivait « Voilà, c'est fait. Ta fille Ananta posera plus problème. Élodie sera bien plus malléable. » Là, j'ai compris. Ce n'était pas une simple préférence. C'était un plan prémédité. Deux hommes qui s'étaient mis d'accord pour façonner leur fille comme des pièces interchangeables dans leur propre jeu d'échecs professionnels. Ce que j'ai ressenti, c'était un mélange de rage, de trahison et d'une lucidité glaciale. Mon père n'était pas juste intrusif. Il m'avait littéralement saboté pour servir ses intérêts, pour maintenir son contrôle sur une image familiale idéalisée, où chaque membre devait jouer son rôle à la perfection. Alors j'ai décidé de tout révéler. Avec Élodie à mes côtés, oui, elle m'a soutenue, j'ai rédigé un long message, très factuel, très neutre, mais implacable. J'y ai expliqué la situation, sans haine, sans calomnie, mais avec des pièces jointes, des preuves, des captures d'écran. Je l'ai envoyé à plusieurs personnes clés de mon réseau professionnel. Pas par vengeance, mais pour reprendre le contrôle de mon récit. Et les réactions ont été incroyables. Des messages de soutien, des recruteurs qui m'ont dit « Merci pour votre transparence. Si vous cherchez encore un poste, venez nous voir. » Et même, de façon inattendue, une proposition d'entretien dans une entreprise où j'avais été refusée par mon père. L'histoire prenait un tournant. Non seulement je reprenais ma place, mais je n'étais plus seule. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce que mon père avait toujours redouté allait justement se produire. Parce que l'un des messages que j'ai envoyés avait atterri dans les mains de quelqu'un qu'il ne fallait surtout pas alerter. Quand j'ai vu l'accusé de réception signé par Monsieur Vidal, le nom m'a immédiatement fait tiquer. Ce n'était pas juste un collègue ou un contact de réseau. C'était le directeur régional du groupe dans lequel mon père travaillait. Depuis plus de 20 ans, je me suis figée. Je ne savais même pas que cet homme était en copie. Je pensais avoir envoyé le mail uniquement à des recruteurs, à quelques personnes du secteur. Mais apparemment, l'un d'eux avait transféré mon message. Ou alors, il était déjà au courant de certains comportements et n'attendait qu'une confirmation. Le message de Monsieur Vidal était court. « Merci pour votre témoignage. Nous allons prendre le temps de tout vérifier. Vous pouvez compter sur notre discrétion. » Ce ton formel presque glacial m'a mis la puce à l'oreille. Et la suite l'a confirmé.
3 jours plus tard, mon père est rentré plus tôt du travail. Visage blême, silence pesant. Il n'a pas dit un mot pendant le dîner. Il n'a pas regardé ma mère. Il ne m'a même pas lancé un de ses habituels commentaires passifs-agressifs. Il avait perdu le contrôle. Le lendemain matin, en fouillant un peu, oui, j'assume, j'ai vu une lettre ouverte sur la table du salon. C'était une convocation disciplinaire, avec une série de points qui, mis bout à bout, formaient un dossier explosif. Abus de pouvoir, conflit d'intérêts, altération de candidatures internes. Je me suis assise, je tremblais. Non pas parce que je regrettais d'avoir tout révélé, mais parce que je mesurais l'ampleur de ce que j'avais déclenché. Ce n'était plus une histoire entre une fille et un père. C'était un système de favoritisme, de manipulation, qui remontait bien plus loin que je ne l'imaginais. Et le plus choquant, ce n'est pas moi qui ai alerté Monsieur Vidal, c'est Élodie. Après notre conversation, elle a pris la décision d'envoyer, elle aussi, un mail. Elle a parlé du mensonge, du faux mail, du plan monté avec l'oncle. Elle a avoué sa part de naïveté, mais elle a surtout insisté sur une chose. Je refuse de rester complice par silence. Et là, j'ai compris à quel point notre alliance avait tout changé. 2 jeunes femmes, opposées à la base, piégées dans les jeux de leur père, et qui, ensemble, avaient décidé de tout faire exploser. Mais ce n'était pas fini. Parce qu'un soir, en rentrant du travail, je suis tombée sur ma mère dans la cuisine, les yeux rouges, tenant un papier froissé dans les mains. Je m'attendais à des reproches. À un « Tu as ruiné la carrière de ton père ». Mais au lieu de ça, elle m'a juste dit d'une voix brisée « Je crois que j'aurais dû parler bien plus tôt. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. » Et là, j'ai compris que ce que je croyais être un simple sabotage professionnel était peut-être juste la partie émergée d'un iceberg familial beaucoup plus sombre. Je n'étais pas prête pour ce que ma mère allait me révéler. Elle s'est assise à table, les mains tremblantes autour de sa tasse de thé à moitié, vide, le regard fuyant, comme si elle cherchait encore les bons mots pour ne pas tout effondrer d'un coup. Puis elle a simplement dit « Ton père, il a toujours eu besoin de tout contrôler. Ton avenir, le mien, même celui de tes oncles, de ta cousine. Mais il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. » Elle reprenait son souffle à chaque phrase. Quand j'ai voulu reprendre mes études, il a tout fait pour saboter mon inscription. Il disait que c'était pour notre bien, mais ce n'était que pour garder le pouvoir. Je me suis figée. Cette histoire, c'était la mienne. Rejouée, recyclée, transposée. Et là, j'ai compris que je n'étais pas la première. J'étais juste la suivante. Le plus déroutant, c'est que pendant toutes ces années, ma mère avait gardé le silence. Pas par faiblesse, mais par résignation. Elle pensait qu'elle n'avait pas le choix, qu'il fallait composer avec, qu'on ne pouvait pas s'opposer à lui sans en payer le prix. Et maintenant qu'il commence à perdre le contrôle, tu vas voir, il ne va pas reculer. Il va se battre, pas pour réparer, mais pour détruire tout ce qui l'expose. Cette phrase m'a glacée, et elle avait raison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel masqué. Je n'ai pas décroché tout de suite. Mais le numéro est revenu, encore et encore. Alors j'ai fini par répondre. C'était mon père. Sa voix était calme, beaucoup trop calme. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences. Tu crois que ces gens vont t'aider ? Tu crois qu'ils vont protéger ta mère, toi ? Tu viens de déclarer la guerre à ta propre famille. Puis il a raccroché. Froid, tranchant, sans une once d'émotion. Je suis restée figée avec le téléphone à l'oreille, un goût métallique dans la bouche, les larmes qui montaient, sans que je comprenne pourquoi. Ce n'était plus juste, une dispute. C'était une guerre ouverte, et c'est là que j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru possible. J'ai écrit un second email, plus long, plus détaillé, avec toutes les preuves, les échanges de mails, les lettres de refus falsifiées, les témoignages. J'y ai joint le récit d'Élodie, et j'ai mis en copie le service RH national. Mais cette fois, j'ai ajouté
une dernière phrase à la fin. Ce que mon père m'a volé, il l'a aussi volé à d'autres, et il est temps que ça s'arrête. En appuyant sur envoyer, j'ai senti mes doigts trembler. Mais pas de peur, de soulagement. Car pour la première fois de ma vie, je n'avais pas laissé mon père décider de ma valeur. 3 jours, c'est le temps qu'il a fallu avant que tout explose. Je pensais qu'en envoyant mon témoignage, les RH allaient traiter l'affaire discrètement, faire une enquête interne, peut-être même m'écrire un simple mail de remerciement et passer à autre chose. Mais je m'étais lourdement trompée, parce que ce que j'avais déclenché, c'était bien plus gros que je ne l'imaginais. Le 4e jour, une collègue d'Élodie m'a contactée via LinkedIn. Une femme que je ne connaissais pas. Elle m'a remerciée. Pas pour elle, mais pour ce que j'avais osé faire. Tu viens peut-être de sauver d'autres filles comme nous. Et puis, les choses sont allées très vite. Un matin, un mail collectif est tombé dans toutes les boîtes pro de la direction régionale. Suspension immédiate de mon père. Mise à pied conservatoire. Ouverture d'une enquête disciplinaire. J'ai cru halluciner. J'ai relu le message au moins 10 fois. C'était réel. Ma mère est entrée dans le salon, pâle comme un linge. Elle avait reçu un appel de ma tante. « Tu as vu ce que ta fille a fait ? Elle détruit notre famille. » Et pour une fois, maman n'a pas baissé les yeux. « Non, elle est en train de réparer ce que vous avez tous laissé pourrir. » Le soir même, j'ai reçu un message vocal. C'était ma cousine, la fameuse, celle qui avait pris ma place, sourit en me disant que je n'avais pas le bon profil. Sa voix tremblait. Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas jusqu'où il était allé. Il m'avait dit que tu avais refusé l'offre, que tu voulais te consacrer à autre chose. Elle pleurait, et j'ai senti pour la première fois de la sincérité. Je ne savais pas encore si je pouvais lui pardonner, mais je savais au fond de moi que tout comme moi, elle avait été manipulée, utilisée comme pion dans un jeu de pouvoir. Elle n'était pas l'ennemi. Le seul vrai coupable, c'était lui. Mais la tempête n'était pas encore passée. Le lendemain, j'ai reçu un appel du département juridique de l'entreprise. Il voulait que je témoigne formellement, en personne, avec toutes les pièces que j'avais fournies. Et là, j'ai compris. Je n'étais plus seulement la fille d'un homme influent. J'étais devenue la voix de toutes celles qui l'avaient fait taire. L'enjeu avait changé. Ce n'était plus une vengeance personnelle, c'était un combat pour la vérité, pour la justice. Et je savais que je ne pouvais plus reculer. J'ai donc dit oui. J'ai préparé mon dossier, imprimé chaque email, chaque lettre, chaque preuve. Et en sortant de chez moi ce matin-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Quoi qu'il arrive maintenant, je suis libre. Je suis arrivée au siège régional, comme on entre dans un tribunal. Les portes automatiques ont glissé dans un silence glaçant. Et tout de suite, j'ai senti les regards. Certains me fuyaient, d'autres me dévisageaient avec une intensité presque gênante. J'étais cette fille, celle qui avait osé faire tomber le monsieur respectable, celle qui avait craqué l'armure d'un homme que tout le monde pensait intouchable. La responsable juridique, une femme à l'allure stricte mais douce dans le regard, m'a accueillie avec un simple « Merci d'être venue, ce que vous faites est important ». Je me suis assise, le cœur tambourinant, et j'ai sorti mon dossier. Lettres, emails, capture d'écran. Tout était classé, chronologique, systématique. J'avais travaillé dessus comme on prépare un témoignage au procès d'une vie. Parce que, pour moi, c'était exactement ça. Et quand j'ai commencé à parler, tout s'est libéré. J'ai raconté l'email de refus que je n'avais jamais attendu. Le sourire de mon père en me disant qu'il avait choisi pour moi. La réaction glaciale d'Élodie. Le silence complice de mes proches. Le moment où j'ai compris que ma vie professionnelle n'était qu'un pion sur leur échiquier familial. Et surtout, la peur. Celle de parler. Celle d'affronter les conséquences. Et malgré tout, le choix de le faire quand même. La responsable, juridique, a noté chaque mot. 2 autres personnes dans la pièce acquiesçaient en silence. L'un d'eux a fini par dire
vous êtes loin d'être la seule. Ce qu'il m'a révélé ensuite m'a laissé sans voix. 5 autres plaintes, 5 autres femmes, toutes dans des postes différents, à des périodes différentes. Certaines étaient jeunes recrues, d'autres bien plus expérimentées. Toutes avaient croisé la route de mon père, et toutes avaient vécu des choses similaires. Refus de promotion injustifié, dénigrement subtil, manipulation de candidature, renvoi déguisé, dossier saboté. Le tout, bien emballé sous l'image du mentor bienveillant, c'était un système, une méthode. Et il avait opéré en toute impunité pendant des années. J'ai ressenti un mélange d'horreur, de tristesse et de force. Parce qu'en brisant le silence, je n'avais pas seulement défendu ma propre histoire. J'avais ouvert une brèche pour d'autres vérités. En quittant le bâtiment, j'ai croisé une jeune femme en tailleur, les yeux rouges, qui m'a glissé timidement. « Merci. C'est grâce à vous que j'ai osé parler. » Et là, je me suis effondrée. Pas de colère, pas de honte. Juste des larmes, des vrais. De soulagement, d'émotion, de fierté. Parce que ce jour-là, j'ai compris qu'on peut être petite face à un géant. Mais que si on tient bon, si on refuse de se taire, on peut faire trembler tout un empire. Et le sien commençait à s'écrouler. Quelques jours plus tard, tout a basculé. Le téléphone de mon père a sonné en pleine nuit. Un appel qui, je le savais, ne présageait rien de bon. Il a raccroché en pâlissant, les mains tremblantes. Je le voyais changer, comme si le poids de la vérité lui tombait dessus d'un seul coup. Le lendemain, les nouvelles sont tombées. L'entreprise avait décidé de le licencier pour faute grave. Non seulement ça, mais une enquête criminelle était désormais ouverte à son encontre. Les autorités avaient reçu plusieurs témoignages, des preuves accablantes. C'était fini pour lui. Le même homme qui, des années durant, avait contrôlé tant de carrières, tant de vies, se retrouvait aujourd'hui seul face à ses actes. La famille s'est divisée. Certains ont tenté de minimiser, d'autres de défendre l'indéfendable. Mais plus personne ne pouvait ignorer ce qu'il avait fait. Quant à moi, j'ai reçu un message inattendu, de ma cousine, celle que mon père avait placée à ma place, celle qui m'avait dit que je n'avais pas le bon profil. Elle m'a écrit « Merci, tu as eu le courage que je n'avais pas. Je veux réparer les choses, être de ton côté. » Ce message, je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans cette entreprise. J'ai repris ma vie en main, avec la force d'avoir brisé un silence toxique. J'ai compris qu'on ne choisit pas toujours la famille, mais qu'on peut choisir de ne plus se laisser contrôler par elle. Cette histoire, ce n'est pas seulement la mienne. C'est celle de toutes celles qui ont un jour été ignorées, trahies, réduites au silence. Elle prouve que la vérité finit toujours par sortir, que le courage peut déplacer des montagnes. Et si vous aussi, vous vivez quelque chose d'injuste, rappelez-vous, ne laissez jamais personne décider à votre place qui vous êtes. Votre voix compte. Votre histoire compte. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, parce que certaines vérités méritent d'être entendues.